Donc, notre prochain invité, et dernier invité, c'est Marc Tetiragou, que j'invite donc à activer son son. Donc, Marc Tetiragou est professeur agrégé des mathématiques à la retraite. Il a fait ses études à l'université d'Orsay, où il a eu la chance de rencontrer Grothendieck, mais aussi quelques autres mathématiciens éminents, des membres de Bourbaki, tels que Dixmier, Cartan, etc. Et notamment, Marc est aussi musicien, ayant obtenu un prix de violon du Conservatoire de Paris dans la classe de Jean Fournier. Et en fait, en tant que musicien, il a participé à plusieurs concerts. Et donc, il cultive plusieurs intérêts entre les mathématiques, la musique, la philosophie. Et en fait, il nous racontera comment il a fait la connaissance de Grothendieck, cette fois plutôt grâce à la musique. Et donc, l'épisode de la rencontre qu'il m'a déjà raconté est vraiment très émouvant. Donc, on va commencer par réévoquer ça, Marc. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez débloquer votre son. Donc, voilà, c'est bon. Est-ce que le Oui, son, vous m'entendez bien? très bien. Voilà. Bon, alors, très bien. Alors, tout d'abord, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, Olivia. C'est à la fois pour moi, évidemment, une grande émotion, mais aussi un grand plaisir, d'intervenir à un hommage à ce grand philosophe, fabuleux écrivain, profond humaniste et immense et génial mathématicien, bien sûr, que fut Alexandre Grothendieck. Et donc cet hommage, Olivia, est de ton institut que vous organisez pour le 10e anniversaire, évidemment, de sa disparition, hein. Et donc, je tiens d'emblée à remercier, à féliciter Olivia et toute l'équipe de l'Institut, évidemment, hein, pour l'organisation de cet hommage. Alors, ma rencontre, chère Olivia, bien sûr, hein, nous l'avons entendu, un grand nombre d'étudiants, de mathématiciens et d'autres personnes ont rencontré ce génie. Donc ma rencontre est une parmi toutes les autres, hein. Mais il me semble que mon histoire semble un petit peu insolite par rapport aux précédentes que je viens d'entendre, qui étaient extrêmement intéressantes, bien sûr, hein. Alors, je rappelle très rapidement euh, que lorsque j'étais étudiant, je poursuivais parallèlement deux parcours. L'un au Conservatoire de Paris, où j'ai étudié le violon, et l'autre à l'Université d'Orsay, Saclay, hein, où dans les années 70, hein, je suivais des cours de deuxième cycle avec comme professeur éminent mathématicien Adrien Doidy, que vous devez aussi connaître, hein, qui avait une professeure de chaire à Orsay. Alors, par rapport à ces deux parcours que j'avais, certains jours, j'emportais mon violon à l'université tôt le matin pour travailler, et ceci pour mieux gérer mon temps d'études, hein, entre le conservatoire et l'université, bien sûr. Et je demandais aux femmes de ménage de m'ouvrir un amphi ou une salle de libre tôt le matin, avant que les cours ne commencent et avant que les étudiants ne soient là. Ceci pour mon travail de mon violon. Et un matin, alors que je travaillais un morceau de Bach, hein, bon, dans l'amphi, je crois, c'était 350 ou 360, je me souviens plus du tout. Tout d'un coup, moi, alors, j'étais évidemment en bas de l'amphi, hein, tout près des tableaux, hein, et tout d'un coup, j'ai entendu l'une des portes battantes du haut de l'hémicycle qui s'est ouverte avec un léger grincement. Alors, je fus surpris, évidemment, et j'ai arrêté un moment de jouer pour regarder dans la direction du haut d'où venait le bruit. Alors là, je vis un homme qui me regardait. Après quelques instants, j'ai repris mon travail, tout en ne perdant pas de vue, comment dirais-je, le haut de l'hémicycle.
L'homme était chauve, assez grand, avec des lunettes, une sacoche en bandoulière. Il descendit doucement les marches du côté gauche de l'amphi et il avait, ce qui m'avait vraiment amusé, hein, on était, je crois, en plein hiver. Il avait des sandales sans chaussettes et des sandales un peu comme les sandales de moine, hein. Il avait une longue chemise blanche, un peu asiatique, hein, et il s'arrêta à peu près à 3 marches avant le bas où je me trouvais près des tableaux, hein. Je m'arrêtais à nouveau de jouer, je fixais l'homme et à ma stupéfaction, je reconnus évidemment l'immense Alexandre Grothendieck, qui était de passage au campus de l'université d'Orsay. Je fus évidemment pris d'une énorme émotion. Vous figurez, hein, il y avait là, devant le petit étudiant que j'étais, il y avait là devant moi, bah, pour moi, c'était le successeur de Pythagore, de Thalès, de Riemann, de Galois, bref, un géant que tous les étudiants de mathématiques connaissaient, de renom et vénéraient. Alors, tout d'un coup, il me dit, avec un léger accent allemand, il me dit, ne t'arrête pas, je ne reste pas. Mais j'étais tellement ému que je me suis approché de lui en lui disant que j'avais peur. Ne vous en faites pas, je vais partir, monsieur, je vais partir. Et alors là, avec un regard à la fois profond et plein de tendresse, ça m'a vraiment, vraiment touché. Il me dit, il me répond pas à mes questions. Il me dit, ces sonates de Bach sont un chef-d'œuvre. Alors, j'étais étonné. Il dit, mais je me suis dit, mais il a reconnu un mathématicien qui reconnaît ce qu'un pauvre étudiant travaille au violon. Alors, il m'a parlé immédiatement de contrepoint. Bon, évidemment, tout le monde connaît le contrepoint et Jean-Sébastien Bach, hein, cette manière d'écrire de la musique avec plusieurs voix et toutes ces voix s'entrecroisent, etc. Alors, il m'a parlé de contrepoint et il m'a dit que la vie avait une structure contrapuntique. Je dis, ah bon? Il me dit oui, mais malheureusement, contrairement aux œuvres de Bach, les différentes lignes se croisent sans harmonie à cause du désordre humain, qu'il m'a dit. Et son regard était vraiment intensifié. Il parlait avec une telle authenticité, une sensibilité que j'étais vraiment bouleversé. J'étais bouleversé qu'un géant puisse parler à un petit étudiant que j'étais, et en plus vraiment, mais j'étais vraiment étonné qu'un, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était un mathématicien de ce niveau ne pouvait pas connaître autre chose que les mathématiques. J'étais bête, hein, mais qui puisse connaître la technique de l'écriture musicale à ce point, et il a identifié ce que je jouais, quoi. Et puis, comment dirais-je, son allusion avec la vie, justement, on disait très très long hein, sur la dimension philosophique qu'il portait en lui, et qu'alors nul ne pouvait pressentir. Enfin, je crois pas à l'époque. Hein, je pense que même si l'on connaissait déjà son militantisme pour l'écologie, hein, tout le monde le connaissait, on pouvait pas savoir toute l'œuvre fabuleuse de philosophie et d'écrivain qu'il allait produire. Ça, on pouvait pas savoir encore à l'époque. Hein. Et toujours à propos du contrepoint, j'aimerais le dire ça, j'avais pas très très bien compris à l'époque, il m'a dit que une démonstration de mathématiques devait aussi trouver l'écrin et le cadre le plus naturel et le plus enfantin pour construire des lignes différentes qui cohabitent harmonieusement et qui finissent par converger vers la solution. Cette solution, pour moi, bien plus tard, je me dis, mais c'est la clé, quoi, la clé de ce que l'on cherche, un peu comme la clé des songes, hein, d'accord? Alors donc, dans l'amphithéâtre, avant de partir, il a vite gribouillé sur un bout de papier, vite quelque chose. Il me le tendit en me disant, toujours avec cet accent prodigieux allemand qu'il avait, viens me voir ce dimanche à cette adresse, si tu peux, et puis apporte ton violon. Alors, j'ai regardé le papier,
il habitait à cette époque près d'Antony dans le 92. Je vais pas rentrer dans les détails, hein. Antony, c'est dans les Hauts-de-Seine, tout près enfin c'est tout près d'Orsay, hein. On n'est pas loin, hein. Et quand je suis allé le voir, bon, il y avait une femme qui nous a préparé des mets asiatiques dont je me suis régalé, hein. Mais Grothendieck m'a demandé de jouer une fugue. Alors ça, j'avais vraiment le trac, hein. Et j'ai tenté de jouer une fugue de Bach, hein, d'accord, des sonates pour violon seul. Et après ce qu'il m'avait dit, donc je me suis efforcé de faire cohabiter les trois voix différentes de façon harmonieuse, puis de les faire converger vers la coda, qui devait être à la fois la clé des songes et à la fois, évidemment, une démonstration qui soit close, quoi. Avec beaucoup d'émotions après, moi, évidemment, j'ai arrêté de jouer, et puis tout d'un coup, il continue, il me dit, est-ce que tu joues Beethoven? Ah, moi, j'étais étonné, Beethoven, mais bien sûr, oui, au violon, j'ai travaillé le concerto pour violon, mais aussi les sonates. Alors, il me dit, travaille la Kreutzer et je vais la jouer avec toi. Vous vous rendez compte? Mais j'étais extrêmement surpris. Et je lui demande, mais vous jouez du piano? Oui, ça m'arrive de travailler le piano et je travaille les sonates de Beethoven et je vais bientôt avoir un piano ici. Alors, vous imaginez ma joie et mon émotion, hein. Et sur le moment, j'ai pris vite mon violon et j'ai commencé à jouer un tout petit morceau de la Creusère. Et puis il me dit, voilà, oui, oui, c'est ça, travaille-le bien. Et puis moi, je viendrai jouer la partie du piano avec toi. Hein, bon, j'étais vraiment étonné. Puis, nous avons parlé de beaucoup d'autres choses, hein. Évidemment, on a parlé de la guerre du Vietnam, mais aussi que le monde allait très très mal et qu'il fallait se préparer en trouvant une vie avec la nature directement, hein. Bon, j'avais pas très très bien compris à l'époque, hein, mais par la suite, évidemment, en cherchant son histoire, j'ai fait la jonction, hein. Mais dans ma tête, la seule chose qui était restée, c'était le fait que j'allais jouer avec lui de la musique. Et ça, c'était incroyable. Quand je suis parti de chez lui, j'étais un autre, plein de joie et d'espérance. Et puis, j'étais fier. La semaine suivante, Alexandre Grothendieck était encore à l'université avec Adrien Douady pendant un des cours. Et ça, je m'en rappelle très bien. Parce que pendant que Douady écrivait, il était assis sur le rebord du grand bureau en bas. Et parfois, il était couché aussi. Et parfois, il se relevait de temps en temps pour aller commenter ce que Douady disait et puis écrire au tableau. Et puis un autre jour, je me souviens très bien, bon, il y avait des cours aussi, hein, mais ce que je me souviens très bien aussi, c'est un autre jour, il y avait une conférence au Grand Amphi de Maths, hein, sur Bourbaki. Bon, je sais pas, je me souviens plus qui avait organisé cette conférence, et je me rappelle très bien, il y avait Dixmier, il y avait Serre, il y avait Cartan, et puis d'autres, hein, qui étaient là. Et puis, mais les étudiants n'avaient que de yeux et d'oreilles que pour Grothendieck, qui venait d'avoir, hein, quelques années avant sa médaille Fields, évidemment, et qui nous parlait d'écologie. Hein, et puis il nous parlait aussi de l'art de retrouver une vie avec la nature. Voilà, c'était, je me rappelle, c'était bouleversant la facilité avec laquelle il pouvait parler, alors qu'avec d'autres professeurs, on avait du mal à parler nous. Hein, alors que on connaît le génie de Grothendieck, quoi. Bon, Oui. alors je suis retourné deux fois encore par la suite, hein. Et puis, alors il y a une chose aussi que je voulais te dire, c'est que bon, on connaît sa culture en mathématiques qui est transcendante, mais il parlait très bien aussi de peinture. Et il m'a posé des questions sur les interprètes de piano, Walter Gieseking, hein. Par exemple, il m'a parlé de Walter Gieseking, il m'a parlé du violoniste Jascha Heifetz. Alors, il m'a parlé des mathématiciens. Parfois, il ne me parlait pas bien des mathématiciens. Voilà. Ce qui m'a marqué, c'est sa profonde sensibilité et l'authenticité de ses propos. Alors, en mathématiques, il m'a pas parlé vraiment de ses recherches, mais bon, à l'époque, je travaillais distribution, donc il m'a parlé des distributions, il voulait m'expliquer les distributions, et puis il accompagnait toutes ces explications avec des dessins.
qu'il faisait. Il faisait plein de dessins, mais alors avec une dextérité, un poignet qui est à toute vitesse, c'était incroyable. Voilà. Et puis 1 ou 2 mois après, ben, je ne le revis plus. Il n'y avait pas à l'époque, évidemment, de téléphone portable, et il était difficile de retrouver quelqu'un qui avait déménagé. C'était vraiment très difficile. Alors évidemment, cette semence d'idée de jouer avec lui, je n'ai pu récolter finalement les fruits, malheureusement. J'étais vraiment triste, hein. Et je sais que tout le travail que j'avais fait pour jouer avec lui, bah, ça n'a pas abouti, quoi, malheureusement. Je peux dire que j'ai pleuré même. Je me souviens très bien. Alors évidemment, plus le temps a passé, chacun, bon lui, il a fait sa vie autre part, moi j'ai fait ma vie aussi, etc. Et puis à un moment, j'ai même appris qu'il était à Montpellier, et puis j'ai failli aussi aller le rencontrer, mais bon, les aléas ont fait que j'ai pas pu le faire. Puis nous avons tous, comme nous tous, il a disparu. On ne savait pas. Je crois qu'on l'a tous cherché à un moment donné, hein. Il a été se cacher là-bas en Ariège, mais on ne le savait pas. Et puis, quand on s'en œuvre, évidemment, moi, j'ai jamais appris à l'université à l'époque les catégories et puis les topos, tout ça, jamais j'avais appris. Et très tardivement, je me suis penché hein, sur son œuvre un petit peu, en tout cas une partie est toute petite hein, et très humblement, évidemment, à mon niveau, je me suis penché pour savoir ce qu'il avait fait, en particulier sur les incontournables topos que qu'Olivia connaît parfaitement et puis qu'elle continue et magnifiquement d'ailleurs. Voilà. Et puis voilà, il y a 10 ans, tous les médias annonçaient sa mort à Saint-Girons. Alors vous savez, quand j'ai appris ça en 2014, bah forcément j'ai pleuré. Immédiatement, j'ai pris mon violon et j'ai joué tout seul la Sonata Kreutzer. Voilà, en pleurant. Alors, mais vous savez que bien plus tard, j'ai eu l'idée de vouloir faire de la musique avec ses enfants pour continuer un petit peu ce qui m'a manqué, quoi. Hein, alors j'ai pris contact évidemment avec 2 fils, hein, Alex et Mathieu, avec qui nous avons fait un hommage musical. Je ne sais pas si vous connaissez cet hommage musical que nous avons fait avec Alex et Mathieu. Un hommage musical que l'on peut retrouver d'ailleurs sur YouTube. Et c'est même l'un de ses fils qui a donné le titre Come Back to Me. Voilà. Voilà, voilà. Donc, et puis, voilà, en tout cas, c'est ce que moi je voulais. Et puis, je ne désespère pas aussi, bon, peut-être une collaboration musicale avec Johanna, la fille aînée, dont on me dit qu'elle chante très bien, mais aussi Olivia étant pour moi la fille spirituellement mathématique, hein. Si on a une, hein, c'est bien elle, hein, d'Alexandre Grothendieck, hein. Alors ensemble, nous avons décidé de jouer, elle au piano et moi au violon, le cantabile de Paganini en hommage à Alexandre Grothendieck. Alors peut-être que là, c'est un scoop, Olivia, parce que comme moi j'avais appris à l'époque que Grothendieck jouait du piano, alors peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas. Ils savent que tu es une très grande mathématicienne extrêmement talentueuse, mais est-ce qu'ils savent que aussi tu es une artiste et que tu joues du piano, je ne sais pas, hein, comme ça. Euh, J'espère que nous aurons l'occasion justement de réaliser ce projet ensemble et que nous mettrons sur YouTube aussi, hein. Alors voilà, donc cette Kreutzer que je devais jouer avec le génie mathématicien, bah, il y aura quand même eu une trace avec les enfants naturels et aussi avec Olivia, qui est la fille spirituelle mathématiquement d'Alexandre Grothendieck. Voilà, Olivia, ce que je voulais partager avec vous de ma rencontre avec ce génie. Voilà. Et bah, merci beaucoup, Marc. C'est un témoignage émouvant. Et donc, en fait, on peut répondre à quelques questions du public, s'il y en a. Alors, pas pour le moment. Alors, je pose moi-même des questions. Donc, en fait, Oui, vous n'avez pas fréquenté très assidûment non, Grothendieck et en fait, non, il vous a marqué pour la vie. oui, oui, Et pour la vie. Pour la oui, vie, il suffit de le rencontrer 3 minutes. Alors là, c'est, et donc pas on peut seulement pas l'oublier. pour ses qualités scientifiques, mais il me Oui, semble comprendre aussi pour ses qualités humaines.
pour ses qualités humaines, sa sensibilité, et puis cette manière de communiquer, évidemment, tout ce qu'il avait en lui, c'est c'est vraiment très marquant. En tout cas, puis je suis pas le seul, hein, je crois que on a été vraiment marqué aussi par son regard, par sa manière de communiquer de façon authentique avec la personne qui est devant, son humilité, hein, aussi par rapport, on croit toujours, en tout cas quand on est étudiant, que bon, bah voilà, un grand mathématicien, bah, va nous prendre de très haut et puis parler d'une certaine manière complètement détachée, alors que lui, non, du tout, du tout. C'est vraiment incroyable justement l'approche que j'ai eue. Et puis il est vrai que avant même que je le rencontre, hein, c'était une star, ce monsieur. Quand tout le monde parlait, on se disait ben, jamais j'allais le rencontrer. C'est quelqu'un comme une star de cinéma où je ne sais pas, on peut que le rencontrer que dans un écran de cinéma ou à la télévision ou tout ça. C'est vrai. Bon, voilà, il représentait énormément pour nous. Et c'est quand je l'ai rencontré par la suite, alors je là j'étais vraiment étonné. Vraiment, hein. Si bien que lorsque je l'ai rencontré, dans un premier temps, il représentait un certain ordre pour moi. Il représentait un ordre. Il représentait d'abord, c'était un grand mathématicien. Et puis, bon, ben moi, je l'assimilais à un professeur qui allait me juger gravement, quoi. Et dans un premier temps, je ressentais même une distance par rapport à lui. Et quand je l'ai rencontré, comment il m'a approché, comment il m'a parlé, mon étonnement de rencontrer une personne d'une grande sensibilité, d'un humanisme profond. Alors ça, on est envahi immédiatement dès que tu nous parles, hein, d'une authenticité presque enfantine. Presque enfantine. Et c'est incroyable. Hein. C'est ce qui m'a marqué, je crois, le plus de lui, c'est ça. Et puis ses connaissances aussi dans le domaine artistique. Et c'est vrai, j'entendais aussi gens qui disaient que le culte du beau, une belle démonstration, la rigueur dans ses écritures pour démontrer, c'était pas le mot rigueur, c'est pas ça, c'est la beauté, c'est exactement la beauté, c'est exactement la même chose que j'ai entendu quand le grand violoniste Yehudi Menuhin m'a parlé, ou le chef d'orchestre Selim Bida, qui est c'est la rigueur, faut l'effacer, faut mettre la beauté à côté. Et cette beauté, quand on l'aborde, évidemment, dans sa forme, et quand on analyse, on met une grille, et puis, eh ben, je veux dire, l'analyse première, c'est la rigueur. Mais il faut dépasser cette rigueur. Et ce qui est au-delà de cette rigueur, c'est la beauté. C'est la beauté et c'est pour ça que toute l'œuvre de Grothendieck, tout ce qu'il a écrit, c'est, en même temps, on peut dire que c'est une œuvre d'art. C'est une Oui, œuvre d'art. Voilà. tout à fait. À propos Oui. des mathématiques et musique, nous avons organisé un événement grand public lors du colloque sur Oui. les topos, la quatrième Oui. édition du Congrès mondial sur les topos que nous avons Oui. organisé à Mondovì en septembre. Et le thème Oui. était celui des motifs, les motifs à Les travers motifs. la mathématique et la musique. D'ailleurs, Et il la s'agit musique, c'est d'un quoi? concept musical, en fait, à l'origine, Oui. qui inspire Grothendieck à Oui. rechercher les archétypes au niveau des théories homologiques. Et Ah, donc, d'accord. cette compénétration interdisciplinaire est toujours là. Donc, en fait, Et toujours là. Et ouais, toujours là. Oui, ouais, oui. tout à fait. Mais il y a très peu de personnes qui l'ont vraiment entendu jouer du piano, hein, d'après ce que j'ai Ouais, c'est compris, vrai. hein. Et il y a très peu de personnes. Bon, voilà. Alors je ne sais pas parce qu'à l'heure actuelle, bon, il y a encore quelques témoins qui sont encore vivants. Hein. Je crois que Serre est encore vivant. Euh, je ne sais pas si lui il l'a entendu. Moi non Voilà, plus. je sais pas du tout. Voilà, je sais pas du tout.